Rio. Son nom sonne comme une promesse de paradis. Perché à flanc de montagne entre immenses forêts brésiliennes et océans, Rio de Janeiro mérite bien son surnom de cité merveilleuse. C'est l'homme qui donna son nom aux Amériques, le navigateur italien Amerigo Vespucci en personne, qui baptisa Rio le 1er janvier 1502, d'où son nom de rivière de janvier. Rio est à cheval sur un promontoire terminé par le fameux pan de sucre, qui sépare deux immenses baies. Au nord, la baie de Guanabara s'enfonce sur plus de 30 km dans les terres. Grâce à son port dans cette baie, Rio, l'ancienne capitale, est aujourd'hui la seconde ville économique du Brésil, 7e puissance économique mondiale. Navires et visiteurs sont accueillis par la célèbre et monumentale statue du Christ Rédempteur, ancrée à plus de 700 mètres de haut dans le granit du Corcovado. Les vestiges des fortifications portuaires témoignent des luttes que les Portugais durent soutenir pour défendre la ville contre les Français, solidement implantés sous l'impulsion de François Ier durant 3/4 de siècle, puis contre les Hollandais. L'agglomération de Rio est une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Le nom des habitants de la ville, proprement dit les Carioca, provient d'un mot indien signifiant « maison de l'homme blanc ». Face à l'océan et au sud, Copacabana est la plus connue des plages de Rio et l'une des plus célèbres du monde. Longue de presque 5 km, elle se prolonge vers l'ouest par la plage d'Ipanema, le quartier chic et branché de la ville. Bordée par la fameuse Avenida Atlantica où s'alignent les hôtels de luxe, Copacabana doit sa célébrité au Copacabana Palace, le plus ancien palace d'Amérique du Sud. Construit sur les plans d'un architecte français, il a été inauguré en 1923. Vedette de la soirée, Mistinguett, alors au tout début de sa gloire. Immense, la plage de Copacabana accueille chaque année 2 millions de personnes pour le feu d'artifice du Nouvel An, parfois plus lors des grands événements religieux ou sportifs. La foule qu'on y croise tout au long de l'Avenida Atlantica est à l'image de la société brésilienne, un pays de mosaïque ethnique où le racisme n'a pas sa place. La constitution brésilienne rend tout acte raciste immédiatement passible de prison ferme. Rio est une ville vibrante, l'une des plus dynamiques sur le plan économique de tout le continent américain. L'ancienne capitale brésilienne reste la métropole populaire culturelle du pays, une ville d'échange qui brasse les influences et les réinvente sans cesse. Le théâtre João Caetano borde l'ancienne place de la Constitution, dominé par la statue équestre de l'empereur Pierre Ier, premier souverain du Brésil indépendant. La statue de 1861, haute de 15 mètres et due à un sculpteur français, représente Dom Pedro, montrant la Constitution brésilienne obtenue de haute lutte en 1824. Le piédestal est entouré par des groupes représentant les 4 fleuves et régions du Brésil. 4 autres statues de Moro ont été ajoutées ultérieurement autour du monument. La société brésilienne s'est construite sur un socle de foi catholique. De nombreuses églises affichent encore fièrement leurs carreaux de faïence bleue. Les célèbres azulejos portugais. Inauguré en 1931 pour le centenaire du Brésil, le Christ rédempteur du sculpteur Paul Landowski qui domine la ville en bénissant les Carioca est à ce titre tout un symbole. Du haut du Corcovado, la vue panoramique qui s'étend à l'infini sur la ville et l'océan est d'une beauté à couper le souffle. Mélange d'histoire et de modernité, de richesse et de pauvreté, Rio de Janeiro est une passionnée où il fait bon vivre au bord de l'océan avec une température moyenne tout au long de l'année de plus de 20 degrés. Trait d'union entre les peuples, les civilisations et les époques, Rio s'est doté il y a un demi-siècle dans le centre historique d'une cathédrale qui résume à elle seule le choc culturel que la ville incarne. Le contraste entre son aspect extérieur brutaliste moderniste, qui évoque les pyramides précolombiennes, et la douceur lumineuse et tempérée de l'immense nef de près de 100 mètres de haut, qui peut accueillir 20 000 fidèles, est absolument saisissant. Véritable cathédrale du futur, Saint-Sébastien est due à l'architecte brésilien Edgar de Oliveira da Fonseca.
Rio est dense, bigarrée, colorée, jamais étouffante. Quelle que soit son origine, chacun y trouve sa place naturellement. La vie ne s'y arrête jamais. Les rues en sont les artères vivantes, avec une végétation tropicale omniprésente parmi les miroirs des façades modernes. Souvent et partout, de la musique, comme pour rythmer la vie. Ici, tout s'accélère le soir et le week-end, et la danse n'est jamais loin. Éternel rival de Sao Paulo plus au sud, Rio perdit une bataille cruelle en se voyant retirer en 1960 son statut de capitale du Brésil au profit de Brasilia, sortie du néant. Ses infrastructures culturelles et économiques intactes lui permirent néanmoins de conserver un rôle important. Le quartier du Centro, le centre historique de la ville, abrite nombre de beaux bâtiments culturels anciens. L'Université fédérale, avec ses 45 000 étudiants, est représentée par des centres d'études et de recherche, un conservatoire de musique et des musées. Au cœur du quartier des musées, le splendide théâtre municipal, d'un style éclectique, inspiré de celui de l'Opéra Garnier à Paris, fut inauguré le 14 juillet 1909. Décoré par les artistes brésiliens en vogue à l'époque, ses fondations reposent sur plus de 1000 pieux en bois. Quelques rues plus loin, l'escalier Celarón est devenu l'une des principales curiosités de la ville. Long de 125 mètres, il relie deux quartiers proches du Centro, Lapa, cher aux noctambules, et le bohème Santa Teresa. Peu après s'être installé à Rio en 1990, l'artiste chilien Jorge Celarón commença à restaurer les escaliers en les ornant de plaques de faïence aux couleurs brésiliennes. Malgré les moqueries initiales, il poursuivit son projet jusqu'à ce qu'on le retrouve mort en 2013 sur les marches qui l'obsédaient. Les 250 marches sont couvertes de plus de 2000 carreaux de faïence aux couleurs vives, en partie peints par Celarón, récupérés ou offerts par des visiteurs provenant de plus de 60 pays. Une œuvre un peu folle pour l'amour du Brésil et de Rio, du football et de la joie de vivre, qui renoue avec l'ancienne tradition céramique portugaise et s'est depuis imposé comme un passage touristique obligé. Dans cette ville où est née la samba, au confluent de multiples influences musicales venues d'Afrique, du monde amérindien, d'Europe et d'Amérique, la musique est inséparable de la vie. L'aqueduc Carioca, qui apparaît en arrière-plan de cette fresque dédiée aux musiciens légendaires de la ville, rappelle le lien sacré entre Rio, les Cariocas et la musique. Construit en 1723, l'aqueduc avait initialement pour vocation de transporter l'eau de la rivière Carioca au centre de Rio. Transformé à la fin du 19e siècle en viaduc pour le tramway électrique, le fameux Bonde Eléctrico jaune qui relie Rio à la colline de Santa Teresa, ces arches traversent le quartier de Lapa. Le compositeur Villa-Lobos, la chanteuse Carmen Miranda, mais aussi des écrivains et poètes comme Jorge Amado et Manuel Bandeira ont vécu à Santa Teresa, l'équivalent du Saint-Germain Carioca. Le quartier de Lapa est un foyer de création artistique et musicale connu comme le berceau de la vie de bohème à Rio. Réputé pour sa vie nocturne, c'est l'un des quartiers les plus animés de la ville en fin de semaine. La musique sort de tous les bars, des groupes se retrouvent sur la place qui jouxtent les arches. On peut y écouter de la samba, du foro, du choro, cette musique mélancolique propre à Rio, du carioca funk, mais aussi de la musique électronique et du rock'n'roll. Au pied des arches, une des plus grandes scènes du quartier, le Circo Voador. À l'origine, le cirque était installé sur la plage d'Ipanema. Il ne put y rester que quelques mois. Mais compte tenu de sa créativité et de son succès, la ville lui offrit néanmoins cet emplacement à Lapa, où il est désormais installé de manière permanente. La nuit, les cafés, les snacks et les boutiques installées autour du cirque donnent à la place une ambiance de fête foraine. Pour les Cariocas, la musique et la danse ne sont jamais bien loin. Venue d'Angola, la samba est devenue emblématique de la culture musicale brésilienne. Avec l'abolition de l'esclavage, les affranchis installés en nombre à Rio contribuèrent de manière décisive au développement du patrimoine musical unique du Brésil.
Jugée à ses débuts obscène et brutale par ses rythmes endiablés, la samba magnétisa très vite tous les Brésiliens. On la trouve au cœur des carnavals dès les années 1930. Art populaire à part entière, la samba se formalise dès lors dans des écoles de musique et de danse. Chacun regroupe des centaines, voire des milliers de membres de tous âges, issus de toutes les couches sociales, qui préparent toute l'année leur défilé au prochain carnaval. Le carnaval est sans doute le meilleur étendard de la mixité ethnique, sociale et culturelle des Cariocas et au-delà du Brésil tout entier. Tous les peuples, toutes les cultures qui ont fondé le Brésil s'y retrouvent dans la même effervescence et la même joie. Une incroyable explosion d'énergie. Il a lieu en février tous les ans, durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des cendres et le début du carême. Le concours de la meilleure école de samba réunit tous les Brésiliens devant leur poste de télévision. Le défilé a lieu au Sambadrome. Les gradins bondés accueillent des aficionados venus du monde entier et des touristes venus partager la joie qui balaye la ville. Pour les Cariocas, c'est le point d'orgue d'une année de travail et d'efforts, d'économie et de sacrifices pour financer des chars et des costumes somptueux, pour que la fête soit belle. 4 jours qui permettent d'oublier toutes les misères, tous les soucis pour libérer l'élan vital qui rend à chacun l'espoir d'une vie meilleure. Le jour se lève sur Copacabana, comme si la ville n'avait pas dormi. Les brumes océaniques se dispersent lentement, les noctambules se transforment en lève-tôt, les joggeurs glissent sur l'Avenida Atlantica, travailleurs et employés pressés s'entrecroisent dans les rues. Dans un Brésil qui voue un véritable culte au corps, quel plus bel endroit que Copacabana pour entretenir sa forme et ses formes dès le matin. Face au pain de sucre, le soleil est déjà bien levé. Partis dans la nuit, les pêcheurs ramènent leur prise. Pas de gros chalutiers, juste de petites embarcations colorées qui s'alignent sur la plage. Le poisson déchargé, on vérifie et répare les filets. Un travail de patience qui ne s'arrête jamais. ¿Qué bueno?
Cette superbe raie sera vendue avec le menu fretin et quelques autres belles pièces sur place, dans une petite halle, à une clientèle d'habitués, principalement les restaurants des alentours. Avec des températures moyennes entre 25 et 30 degrés, la plage de Copacabana est très fréquentée dès le matin, tout comme sa voisine Ipanema. Du sable fin à perte de vue, 4 km de pur bonheur ponctués de restaurants. Le dimanche matin, l'Avenida Atlantica est même interdite aux voitures, pour le plus grand bonheur des piétons. Vu de haut depuis le Pan Sucre qui culmine à près de 400 mètres, le ruban doré de Copacabana apparaît majestueux, séparant le bleu de l'océan du vert profond des montagnes escarpées tapissées d'arbres. Grâce aux télécabines, cariocas et touristes peuvent désormais accéder sans peine au sommet du fameux Pan Sucre. Son nom provient du mot indien qui le désignait, achuca, proche phonétiquement du mot achucar, sucre en portugais. Un pont de 13 km de long relie les deux rives, à l'entrée de la baie de Guanabara. La baie elle-même abrite plus d'une centaine d'îles. Paqueta, interdite aux voitures et qui n'a pas changé depuis le 19e siècle, l'île du Gouverneur avec l'aéroport international Tom Jobim, co-inventeur de la Bossa Nova, l'île Ville-Gagnon où se trouvait jadis le fort Coligny, construit par l'amiral d'Henri II. De nombreux ferries permettent d'accéder à Nitroy et aux îles, une alternative bien utile aux heures de pointe. Avec 6,5 millions d'habitants à Rio, les transports sont un véritable casse-tête. Le réseau routier est saturé et les cariocas utilisent en grande majorité les transports en commun. Métro, bus, les omniprésents taxis jaunes et bleus et même maintenant, les télécabines. La municipalité de Rio a pris le problème à bras-le-corps et s'est engagée résolument sur la voie du développement durable. Elle a mis sur pied un centre des opérations ultramodernes qui assure la gestion du réseau routier, la fluidité du trafic et l'éclairage public. Avec près de 20% de la ville qui habite les célèbres favelas, la gestion de la sécurité, de la santé et des équipements publics n'est pas une mince affaire. C'est lorsque la nuit vient, quand Rio commence à s'allumer, que l'on comprend que la ville est un véritable archipel. Pour l'éclairage public, la municipalité a choisi une technologie d'avenir, le LED, nettement moins gourmande en énergie. Voilà un exemple de luminaire LED que l'on a ici à Rio de Janeiro. Le grand avantage de ces luminaires est la facilité de manutention. Avec ce type de luminaire, on est plus rapide et il y a moins d'entretien. Tout ça facilite beaucoup les choses dans une ville complexe qui compte 450 000 points de lumière. Depuis toujours, on se sent dans l'obligation à Rio de Janeiro, compte tenu du patrimoine naturel et des questions environnementales, de prendre des initiatives qui privilégient la durabilité de l'environnement. C'est clair, notre objectif est simple, que Rio de Janeiro soit durable et qu'elle soit aussi jolie la nuit que le jour. Au-delà des mots, l'enjeu est de taille et le défi immense. Pour garder son rang et se développer tout en préservant les nécessités environnementales et touristiques, les réalités économiques, industrielles et sociales, il faut une organisation irréprochable et des techniques de pointe. Face à Rio, Niterói est l'une des villes où la qualité de vie est la plus élevée. Seule ville brésilienne à avoir été fondée par un Amérindien, elle est passée du rang de modeste village à celui de capitale de l'État de Rio pendant de longues années. Petite ville stratégique pour la défense de Rio, à l'entrée de la baie, Niterói est désormais une banlieue chic qui compte, après Brasilia, le plus grand nombre d'œuvres de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. On reconnaît sans peine sa patte dans le célèbre musée d'art contemporain, le MAC.
Silhouette élancée de phares, courbes de béton, un art moderniste mais presque végétal qui dégage à l'image du Brésil l'aura d'une puissante énergie tournée vers l'avenir. La coupole du musée qui fête ses 20 ans en 2016 se reflète dans la piscine miroir qui domine l'océan. Les bâtiments se développent tout autour comme une fleur, selon les mots de Niemeyer, au centre d'une place de 2500 mètres carrés. Une sorte de soucoupe volante perchée au bout d'un promontoire rocheux baigné par la mer, face à Rio. Le grand architecte brésilien Oscar Niemeyer est également l'auteur du théâtre populaire de la ville de Niterói, situé au bord de la baie qui porte son nom. Son idée était que ce qui se passe à l'intérieur pourra être vu de l'extérieur. Comme il donne sur la baie de Rio, il permet de voir un autre spectacle. L'édifice offre une surface de 1000 mètres carrés. Il peut accueillir 350 personnes. La scène, qui peut s'ouvrir sur l'extérieur, donne sur une place pouvant accueillir 10 000 personnes. L'architecte a choisi les couleurs vert et jaune du drapeau brésilien pour décorer l'intérieur du bâtiment. On retrouve également un immense miroir où se reflètent les eaux de la baie de Rio. Nulle part mieux qu'à Niterói, on ne peut apprécier l'immense dentelle de roches et d'îles où Rio insinue ses tentacules. À quelques encablures des bâtiments ultramodernes de la ville, au fond de la baie de Niterói, subsiste un petit village de pêcheurs. Sur les plages, juste à côté, une autre œuvre du célèbre Niemeyer, le terminal des ferries qui ne déparerait pas avec le plus moderne des aéroports du monde. Le Brésil, terre de mixité et de contraste. Cerveja não? Chaque année, les pêcheurs fêtent leur saint patron, São Pedro. La communauté des pêcheurs de la région se retrouve à Niterói dans une procession de bateaux enrubannés et joyeusement décorés pour l'occasion. Chants, musique et pétards sont évidemment de la partie. Le spectacle de bourgade provinciale Bon Enfant paraît anachronique, si proche d'une mégalopole de verre et d'acier, trépidante et industrielle. Les fidèles sont déjà nombreux à prier pour faire exaucer leurs vœux, en attendant le retour des reliques. La statue de São Pedro est promenée dans les villages pour les bénir, recueillir des suppliques et des offrandes. La tournée terminée de retour à Niterói, la relique sera remise en place dans sa chapelle après une grande procession dans les rues.
Le retour du saint patron dans sa demeure, accueilli par des chants exubérants, marque la fin de la principale fête des pêcheurs. L'immense façade océanique du Brésil réserve bien des surprises. Au fil de l'histoire, des communautés se sont installées sur ces côtes magnifiques pour diverses raisons, à commencer par la pêche. Paraty en fait partie. À 250 km au sud de Rio, tout près de la frontière de l'État, le destin de ce minuscule village de pêcheurs bascula à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'on découvrit de l'or dans les montagnes de Minas Gerais. Le port d'où les trésors partaient pour le Portugal grandit jusqu'au jour où le trafic passa par Rio de Janeiro. La vie s'arrêta du jour au lendemain. Paraty se figea instantanément dans le temps, comme le château de la Belle au bois dormant. Tant et si bien qu'il n'existait même plus de route pour y accéder dans les années 1950. Déserté et oublié, Paraty était ainsi préservé et protégé. La pêche y reste l'activité principale, mais la bourgade, véritable joyau patrimonial, est devenue célèbre, attirant les touristes et les classes aisées de Rio qui s'y installent. Dans ce havre de paix dissimulé au fond de la baie d'Ilha Grande sur la Costa Verde, quelques canons en fer, rescapés des galions aux cales chargés d'or et de pierres précieuses de jadis, pointent vers les voiliers luxueux du port de plaisance. À l'époque de sa gloire, Paraty était une ville secrète, où une forte garnison protégeait les trésors de la couronne. Outre les pêcheurs et les soldats, on y trouvait une foule mêlant esclaves, flibustiers et aventuriers des quatre coins du globe, appâtés par l'or. La petite église, les maisonnettes aux toitures de tuiles, les ruelles et même le mode de vie, dirait-on, n'ont pas changé depuis plus de 2 siècles. Pas besoin de cantonniers pour nettoyer les rues, à chaque marée haute, la mer s'en charge. L'architecture coloniale brésilienne, avec ses photophores en fer forgé alignés sur les balcons, ses façades peintes reprenant les motifs des carreaux de céramique des azulejos, les ruelles des maisons soulignées de couleurs vives et de lanternes ouvragées, le moindre croisement de rues évoque l'Europe du Sud de jadis, mais aussi avec la végétation luxuriante omniprésente, l'Orient et même l'Asie. Paraty vit à son rythme. Vélo et carriole à cheval sont les seuls moyens efficaces pour se déplacer dans ce dédale de rues étroites, empierrées irrégulièrement. Le tourisme a permis la renaissance d'un artisanat local. Dans cette boutique, comme dans d'autres, le travail du cuir, du bois, des végétaux, tout un art populaire local permet de soutenir plusieurs dizaines de familles de pêcheurs pauvres de Paraty. Mon travail, c'est de prendre une feuille de cocotier dans la nature et de la transformer en objet d'art. Cet artisanat à partir de la feuille de cocotier s'appelle totoa. Les maquettes, elles, sont faites par une communauté de Paraty qui s'appelle Mamagua. Cela représente 35 familles qui vivent grâce à ce travail. Le bois provient d'un arbre d'ici, que l'on appelle cacheta. On ne peut le récolter qu'à certaines périodes de l'année. On en fait des rames pour les canots peints, que l'on vend comme objet de décoration.
Les bateaux chez nous sont très importants parce que les gens d'ici qui travaillent et habitent dans la zone côtière utilisent le bateau pour ramener le poisson, faire des courses et emmener les enfants à l'école. On utilise aussi les bateaux pour promener les touristes qui veulent faire le tour de la baie de Parachi. Les bateaux sont très importants pour la vie ici. Indépendamment de son centre historique au charme colonial, où l'on trouve d'excellents bistrots ou restaurants et de bons hôtels, la ville dispose d'un atout majeur, un environnement naturel préservé et idyllique. Il suffit de prendre un bus ou un bateau-taxi à Parachi pour accéder en moins d'1 heure à des plages de rêve, parfois désertes et d'une beauté exceptionnelle. Que ce soit à Cachadasso, Trindade, Brava, Meolo, elles offrent, outre leur immensité de sable fin, des piscines naturelles et des buvettes de temps en temps dans un écrin de verdure tropicale luxuriant et omniprésent. Autant de raisons qui justifient d'emprunter un sentier pour explorer cette côte paradisiaque. Toute la région côtière autour de Rio, succession de montagnes et de baies, est couverte d'une immense forêt aux essences de bois précieuses, la Mata Atlantica, la forêt primaire atlantique, un écosystème unique, riche d'espèces endémiques et pour certaines en voie de disparition. Les Brésiliens l'ont bien compris. Le sol et la vie qui l'abrite est un trésor irremplaçable. Même si le sous-sol brésilien regorge d'émeraudes et de richesses, comme l'eau douce, la préservation de l'environnement est la clé de l'avenir. Ici, la légendaire corne d'abondance prend tout son sens. L'eau coule à profusion, drainant avec elle non plus nécessairement des pépites d'or, mais un catalogue phénoménal de richesses naturelles. Une incroyable encyclopédie de la nature qui est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Arbres, espèces végétales et animales sont encore largement inconnus. Avec plus de 200 millions d'habitants, pour près de la moitié métis, le Brésil est le 5e État et la 7e puissance économique du monde. Découvert par l'Occident depuis à peine 5 siècles, c'est un monde jeune qui dispose grâce à son sol d'un incroyable trésor naturel dont l'ampleur se dévoilera progressivement dans l'avenir. Que ce soit à la plage ou dans un torrent qui dévale des montagnes, les enfants et les jeunes l'ont bien compris. L'eau, c'est la clé de la vie et du bonheur. La Mata Atlantica est un immense écosystème sylvestre qui s'étendait sur des milliers de kilomètres bien au-delà du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay. La forêt qui couvrait 15% du territoire brésilien a été décimée. Il en subsiste moins de 10% aujourd'hui, sous forme discontinue. C'est l'une des forêts tropicales les plus menacées de la planète. La biodiversité qu'elle abrite encore malgré tout en fait l'une des zones prioritaires de notre avenir, un hotspot de la biodiversité à l'échelle planétaire. L'une des grandes attractions de Rio, le jardin botanique, rend hommage à cette nature si riche, menacée et omniprésente. Créé en 1808 au pied du Corcovado, l'immense parc de 141 hectares du Jardim Botânico est un lieu de promenade, mais aussi depuis son origine, un centre de recherche de haut niveau dans les domaines de la botanique et de l'environnement. Célèbre pour ses allées de palmiers impériaux de 40 mètres de haut, semés à partir d'un seul arbre en 1809, il abrite en son centre un buste de Frei Leandro do Sacramento. Ce carmélite, devenu directeur du jardin en 1824, lui donna une véritable stature scientifique internationale. Le jardin botanique abrite plus de 6500 espèces végétales, dont près de 1000 espèces de palmiers.
des serres dédiées aux fleurs rares, un herbier géant de 650 000 échantillons accessibles sur Internet, mais aussi près de 150 espèces d'oiseaux. Accoutumés à l'homme, toucans, pénélopes et râles brésiliens se laissent plus facilement approcher qu'ailleurs. Avec un peu de chance, on y croise aussi des singes capucins et des ouistiti. L'expertise du jardin botanique, qui s'est attachée dès la fin du 19e siècle à la préservation de la Mata Atlantica autour de Rio, se prolonge dans l'action de l'Institut Chico Mendes pour la préservation de la biodiversité, qui s'est fixé comme objectif la sauvegarde de la totalité de la Mata Atlantica. Assassiné en 1988 par un propriétaire terrien, Chico Mendes était le leader syndicaliste brésilien le plus connu, parmi ceux qui ont défendu l'Amazonie et les droits des seringueiros, les ouvriers qui recueillent le latex dans les plantations d'EVA. Le jardin botanique de Rio est désormais une vitrine éducative avec plus de 235 000 plantes et 5 000 espèces d'arbres. On peut y voir des EVA, bien sûr, une collection de cactus américains, des serres de plantes carnivores et d'orchidées, un pavillon de 400 fougères, une forêt de bambous et même un jardin japonais. Le jardin botanique s'ouvre sur la forêt de Tijuca, qui pénètre ainsi jusqu'au cœur de la ville et constitue la plus grande forêt intra-urbaine de la planète. À la fin du 19e siècle, l'exploitation intensive de la forêt, son remplacement par des plantations de café, avait pratiquement asséché les cours d'eau qui alimentaient Rio. En donnant l'ordre de reconstituer la forêt primaire, l'empereur Pedro II prit l'une des premières décisions écologistes majeures de l'histoire. Le projet Vale Encantado, la vallée enchantée, propose aux visiteurs un itinéraire guidé sur des sentiers écologiques balisés pour découvrir l'incroyable richesse de la biodiversité aux portes de Rio. Esse pó é uma raiz da quaresma, né? Que é após o carnaval. Ela floresce. Les Cariocas ont pris conscience depuis longtemps de l'importance de l'environnement. Il existe à Rio de nombreux projets et Vale Encantado en fait partie. Après une heure de marche sur les sentiers, un restaurant bio permet de poser les dernières questions au guide dans une ambiance conviviale. Mais avec le temps, Rio apprend à découvrir, au-delà des contraintes, les richesses et les potentiels de la mixité environnementale avec laquelle elle doit composer. Au quotidien, les Cariocas bénéficient de cette prise de conscience de manière parfois très pratique et concrète. Dans certains hôpitaux, des expériences originales sont menées. Un jardin communautaire fournit des plantes médicinales gratuitement pour remplacer certains médicaments. Ce que souhaite le Haut Secrétariat municipal, c'est que la population ait un accès gratuit aux plantes médicinales brésiliennes pour sauvegarder la médecine naturelle et échapper à l'industrie pharmaceutique. Les enjeux du développement durable sont tels pour Rio qu'il s'agit d'autant de courses contre la montre que la ville doit gagner. Même si Rio de Janeiro est la seconde ville économique du Brésil, une métropole puissante et dynamique, le contraste reste encore saisissant entre riches et pauvres. Les quelques 1000 favelas qui entourent la ville et regroupent près de 20% de la population témoignent de cette disparité. Plutôt que de raser ces bidonvilles, l'État de Rio a choisi de les sécuriser, tant en luttant contre les narcotrafiquants qu'en y amenant l'eau potable. Ainsi, pour favoriser le désenclavement des favelas, la municipalité a mis en place un réseau de télécabines qui relie les différentes collines. Entre les 6 stations installées par la société française Poma, une noria incessante de 150 cabines permet de filer en quelques minutes jusqu'à la station du bas. Les défavorisés se sont regroupés en périphérie de la ville, dans les zones les plus inaccessibles.
construisant des abris de fortune avec des matériaux de récupération remplacés au fil du temps par des constructions en dur. Longtemps laissées à l'abandon, les favelas commencent à être raccordées aux réseaux municipaux. Eau, électricité, assainissement. Les grands événements qui se sont déroulés à Rio ces dernières années, la Coupe du monde de football en 2014 ou les Jeux olympiques de 2016, ont permis de donner un coup d'accélérateur, notamment par un contrôle volontaire et massif de la criminalité, à l'intégration des favelas dans le tissu socio-économique de la ville. Il y a moins de 10 ans, l'entrée de la favela Osinha, avec Almao et Damare, l'une des plus grandes du pays, était formellement déconseillée à toute personne qui n'était pas invitée. Les gangs et la criminalité y régnaient en maître, et les images de l'intervention de l'armée en 2011, diffusées dans le monde entier, sont restées dans les mémoires. Depuis la pacification, le quartier a une ambiance calme de village accueillant et chaleureux avec ses petits commerces. Les tours opérateurs incluent même désormais la promenade de Osinha dans le circuit touristique de la ville. Tout n'est pas réglé, loin de là. Mais la municipalité, soutenue par de nombreuses initiatives communautaires, poursuit un travail de fond de longue haleine pour recréer le lien social. Avec ses ruelles escarpées, Osinha a un faux air de Montmartre. Comme à Paris, on y trouve une foule bigarrée. De la musique, de la samba née dans les favelas, du carioca funk et du rap. Et même plus récemment, un art des rues, un street art original. Un art spontané, art naïf, art pauvre, qu'importe, où se mêlent les tags et les fresques, témoins de la vie des cariocas d'en haut. On retrouve l'enchevêtrement coloré des maisons, véritable ruche graphique, sur les toiles peintes vendues comme souvenir aux touristes. Je m'appelle Augusto, je suis un artiste plasticien de la favela Osinha. Je travaille dans l'art depuis tout petit grâce à mon père, qui est aussi un artiste. Mon inspiration vient de l'intérieur. J'ai une intuition, je crée et je le mets sur la toile. Ici, à Osinha, j'arrive à vivre de mon art parce qu'il y a beaucoup de passages de touristes. Et je leur vends beaucoup de tableaux. Pour l'Italie, la France, l'Angleterre, beaucoup de ventes pour l'Europe. En fait, presque tout part pour l'Europe. Malgré les efforts de la ville, les initiatives communautaires souvent soutenues par des entreprises, le défi reste immense et le chemin très long. La pauvreté, l'insuffisance des infrastructures, la criminalité et les gangs sont autant de freins et de difficultés que les habitants des favelas, pour la plupart ouvriers ou employés, surmontent tant bien que mal au quotidien. Nous sommes humains, peut-on lire. La politique de pacification des autorités a lancé un mouvement soutenu par plusieurs ONG qui luttent contre les aspects les plus inhumains des conditions de vie au sein des favelas. Accompagnés par leur éducateur, ces jeunes garçons de la favela d'Amare se rendent dans la cantine communautaire qu'une association, la Maison des femmes de Mare, a mis en place.
L'objectif du projet, c'est de rompre le cycle de violences perpétrées contre les femmes en leur redonnant confiance en elles et indépendance. L'association vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales en leur proposant par le travail et l'apprentissage d'un métier une voie vers l'autonomie matérielle et financière. Le futur, c'est la légalisation de la coopérative, la construction de la maison des femmes et la spécialisation en bio. La solution pour l'intégration durable des favelas est sûrement globale. Elle commence par la prise en charge par les autorités de leur mission d'intérêt public et la mise en place de relais sociaux organisés par les habitants eux-mêmes à travers des initiatives communautaires soutenues par des associations spécialisées. La topographie fait peser un grave danger sur les favelas. Leur développement anarchique à flanc de colline, l'inclinaison du terrain et l'absence de fondation font courir un grand risque lors des pluies diluviennes qui peuvent provoquer des glissements de terrain. Les risques d'incendie sont aussi une préoccupation permanente. Peu à peu, des familles sont relogées par la ville, mais d'autres arrivent continuellement. Au-delà du pittoresque, des milliers de vies sont en jeu. Indépendamment de la foi, le pays est à 90% catholique, les Brésiliens ont aussi une autre passion commune, le football. Les grandes pages de l'histoire de ce sport sont marquées par le foot brésilien. Brésil et football sont intimement liés et ils s'appartiennent. Le ballon rond fait partie du patrimoine social et culturel des Brésiliens et des Cariocas, au point que les jours où l'équipe nationale, la Seleção, ou les grandes équipes locales jouent des matchs importants sont fériés. Même s'il a perdu plus de la moitié de sa capacité d'accueil après sa restauration et sa mise aux normes de sécurité pour la Coupe du Monde de 2014, 21 000 ouvriers y ont travaillé pendant 3 ans, le stade Maracanã de Rio reste l'un des plus grands du monde. Il peut accueillir 78 800 spectateurs. Quatre clubs se partagent les faveurs des Cariocas. Le plus populaire est Flamengo, aux couleurs rouge et noir. Botafogo, le plus ancien. Fluminense, rouge et vert, le plus élitiste. Et Vasco da Gama, ouvert à toutes les minorités. Les duels entre les équipes locales sont acharnés. L'ambiance qui règne dans les gradins lors du fameux Fla-Flu, le derby annuel qui oppose Flamengo et Fluminense, n'a probablement rien à envier à la Furia, qui faisait onduler les gradins du Colisée de Rome dans l'Antiquité. Dans un climat aussi doux que celui de Rio, où l'on peut se baigner tous les jours de l'année, les plages sont un espace de rencontre habituel, et le ballon s'y impose toujours. Sur ces terrains de sable, les Cariocas réinventent les règles et fusionnent les sports. C'est ainsi qu'est né le foot-volley à Copacabana il y a 50 ans, ou comment jouer au volley sans les mains. Le foot-volley ou footy s'est diffusé dans le monde entier, tout particulièrement aux États-Unis, au point de disposer de sa propre fédération internationale et de devenir discipline de démonstration aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais le footy n'a pas éclipsé le beach volley, toujours très populaire. Copacabana voit régulièrement défiler les meilleurs joueurs du monde pour des compétitions internationales. Sur la plage, pas question de distribuer des tickets d'entrée. Tout est ouvert au public et libre d'accès. Dans toutes ces disciplines de ballon, les équipes brésiliennes comptent des magiciens enviés par les meilleures équipes étrangères. Il n'est guère surprenant que dans un tel pays qui vibre d'une énergie vitale encore naissante, on voue un culte au corps, outil d'affirmation de soi et de réussite. Les Cariocas, hommes et femmes, font beaucoup de sport, et il faut bien admettre que c'est souvent plus pour les formes que pour des raisons de santé. Rio de Janeiro est aussi logiquement un haut lieu touristique des pionniers de la chirurgie esthétique, avec Ivo Pitangui. Dès le début des années 1960, des centaines de chirurgiens plasticiens sont venus se former chez lui. Et des personnages aussi divers et improbables que Mick Jagger, François Mitterrand et Albert Spaggiari, le cerveau du casse du siècle à Nice, se sont croisés sous son scalpel.
Sur toutes les plages de Rio, ou un peu plus loin comme à Praia, les vagues atlantiques favorisent le surf, à pratiquer sur la planche pour les adeptes ou sur la plage pour la plus grande joie de ceux qui veulent jouir du spectacle sans se mouiller. Rio, fière, belle, sereine et sûre d'elle, accueillante, tournée vers l'avenir, vibrante de vie, de musique et de danse, de fête, de rire et de joie. Nichée dans un écrin naturel omniprésent, aussi saisissant qu'idyllique, Rio de Janeiro est une ville de contraste au riche patrimoine d'hier, avec ses vieux quartiers charmants, aux accents futuristes, avec son dynamisme économique, un cœur vivant qui se réinvente en permanence. Elle est une rencontre unique, attachante et épanouissante, un pôle magnétique et chaleureux sans pareil parmi les hauts lieux touristiques de notre monde.